1, 2, 1, 2. Dans la partie précédente. Il y a une forme de... Alors, il y a plein de choses qui nourrissent cette perception du futur. J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois on reçoit autre chose que ce qu'on attendait, la vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 3, Noémie, questionner le statu quo. Déjà, il y a une notion d'autorité qui est fondamentale là-dedans. C'est que pour se sentir légitime, pour exprimer une conviction vis-à-vis de ce qui pourrait se passer, il y a quand même... c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de gens qui se censurent et qui sont plutôt en posture d'écoute que de production. En tout cas de réflexion. Et ça, je pense que c'est un premier point qui est important, c'est que du coup, ça nous met chacun dans une position où on est plutôt à subir la manière dont le futur est à la fois en train de se raconter, mais du coup de se dessiner, plutôt que d'être en approche proactive, donc plutôt en approche offensive vis-à-vis de ces futurs. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis, il y a quand même un gros élément culturel, c'est que le futur, c'est le territoire de la science-fiction. Et donc, c'est aussi, ça a vraiment, je crois, marqué très fortement, même les gens qui ne regardent pas la science-fiction, projettent le futur par le biais de la technologie. C'est la manière la plus facile d'imaginer le futur, parce que concrètement, ça nécessite pas de se demander qui on est en tant qu'être humain, comment est-ce qu'on évoluera, ou alors juste en réaction par rapport à un nouveau pouvoir technologique quelque part. Mais je pense que ça occulte une grande partie des questions et pour avoir une approche qui n'est pas technocentrée du futur, ça nécessite à la fois un degré de... ça nécessite, je pense, de prendre un recul vis-à-vis de la nature humaine qui n'est pas évident, je pense, à prendre. Et moi, je le vois parce que je travaille énormément avec des gens qui sont en fait très opérationnels, et c'est tout à fait normal en fait qu'ils aient de la difficulté à passer de la case A32 de leur tableau Excel à l'abstraction de ce qu'est le futur. Donc ça, c'est tout à fait normal, mais du coup, mon travail, c'est de les aider à faire ce lien-là. Cette forme aussi de muscle un peu prospectif, où on part de ce qu'on observe du présent, on essaie d'imaginer ce que ça pourrait donner demain. C'est aussi une gymnastique intellectuelle qui est relativement complexe et qui nécessite effectivement d'entraîner un muscle qu'on n'est pas habitué à solliciter au quotidien. Et au-delà de ça, et peut-être qu'on reboucle avec qui écrit le futur ou qui écrit les récits de futur linéaire. J'ai noté que tu t'es adressé aux décisionnaires, ça veut dire que finalement tout le monde n'est pas concerné par la prospective, par l'écriture du futur, Non, c'est pas ça. Souvent, moi, j'ai des processus collaboratifs de travail. En revanche, l'idée, c'est que ça tombe dans la feuille de route du décisionnaire. Parce que je pense qu'il y a rien de plus frustrant, en fait, et je pense que c'est un des gros défauts de la prospective aussi, c'est que globalement, c'est une discipline qui est très bonne pour écrire des rapports qui sont parfois très bons, très documentés, mais qui a vraiment des difficultés à le faire rentrer dans le champ de l'action. Et donc, il y a cette idée, je pense effectivement, de se dire il faut que ça vienne nourrir effectivement la feuille de route du décisionnaire. Mais moi, il y a vraiment une expérimentation que j'ai trouvée absolument passionnante. C'est celle qui a été menée par Jane McGonigal, qui est une futuriste américaine. Et en fait, en 2010, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des mondes issus de projections de futur via des jeux vidéo.
dans l'idée du coup de projeter le maximum de personnes dans ces univers. Et donc en fait en 2010, elle a créé la simulation donc dans un jeu vidéo d'un monde sous la pandémie mondiale, sous une pandémie mondiale qui proviendrait de la Chine avec une logique de confinement. Donc elle avait déjà tout identifié, tout est déjà clairement quelque part prédictible quand on regardait le sujet avec des yeux d'expert. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a fait vivre ça à 10 000 personnes, ou 20 000 personnes, je ne me souviens plus, mais en tout cas un nombre massif de personnes qui ont du coup vécu en avance de phase le confinement Covid. Et en fait, quand on l'a interrogée a posteriori, avec cette question pour lui demander mais pourquoi est-ce que c'était pas imaginable dans nos esprits le Covid alors que vous l'aviez prédit en fait. Et en fait, elle a dit cette phrase qui pour moi est vraiment fondamentale dans ma pratique de la prospective. Elle a dit parce que nous n'avions pas atteint la masse critique de personnes qui pensaient ce futur probable. Et donc du coup, dans cette idée effectivement de dire que même s'il n'y a que le décisionnaire qui pense ça probable, il faut un travail d'embarquement, il faut un travail de collaboration pour que chacun puisse expérimenter un futur qu'on juge suffisamment possible pour du coup que ça puisse se représenter et se concrétiser dans les esprits des personnes, notamment dans cette idée de pouvoir l'anticiper, se préparer, être moins surpris, mais aussi du coup créer des récits ou des nouveaux narratifs de référence qui soient alternatifs et j'ai envie de dire qui soient en fait juste formalisés aussi parfois, parce que du coup le caractère tacite de la projection du futur, elle crée aussi un sentiment, je pense, très fort de pessimisme, parce que ça donne l'impression qu'on n'a pas la prise sur ce qui peut se passer. Cette tentative d'explicitation, elle joue aussi, je pense, un rôle très fort pour se dire qu'en fait le futur c'est pas un lieu de pessimisme, c'est un territoire d'opportunité. Et dans le fait de mieux le connaître, de mieux l'appréhender, de commencer à se le raconter et de comprendre ce qui pourrait arriver, ça joue vraiment ce rôle de rassurer face à un contexte d'incertitude dans lequel c'est extrêmement difficile de prendre des décisions et d'avancer. Du coup, c'est hyper intéressant, mais pour moi, c'est pas encore tout à fait clair. Tu travailles sur des futurs possibles avec des scénarios en mettant des éléments, des données dans la machine en disant, comme le cas de cette dame, voilà, il y aura une pandémie et voilà comment les choses vont s'organiser à partir de là, où c'est le futur, un peu comme l'Institut des futurs souhaitables, est une terre vierge et on peut en faire ce qu'on en veut avec les éléments qu'on a dans le présent, évidemment. Et en gros, le futur ne se prévoit pas, mais il se prépare. Est-ce que tu navigues un peu entre les deux? Et la question qu'il y a derrière, c'est celle de la neutralité. Mais quels sont les repères avec lesquels tu joues? Tu t'adaptes en fonction des gens avec lesquels tu travailles? Bah, en fait, moi, mon moteur, c'est vraiment celui de générer de l'action. Et je pense que par rapport moi, à la plupart des personnes avec qui je discute, une approche trop, on va dire, trop ouverte, quelque part presque un exercice de vision. En fait, c'est quelque chose qui trouve sa place dans des cycles tous les 5 ou 6 ans, mais qui du coup ne permet pas, à mon avis, enfin moi par rapport à ce qui m'intéresse, ne permet pas forcément de se dire comment est-ce que je fais pour être à l'écoute de ce qui est en train de changer et pouvoir intégrer ces éléments-là dans ma réalité, dans mon organisation, dans la manière dont on travaille. Et donc moi, on va dire mon rôle, je le vois plutôt comme étant celui d'éclairer ce qui est en train de changer. Voilà des controverses de société, voilà, des hypothèses de changement qui partent du coup de signaux faibles qu'on observe aujourd'hui et de s'interroger du coup avec les personnes avec lesquelles je travaille sur qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire demain pour votre métier, pour votre organisation, pour votre proposition de valeur. Et il y a des scénarios qui sont des scénarios qui peuvent être repoussoirs, mais qui sont là pour créer ou susciter la réaction.
Et puis, il va y avoir des scénarios qui sont peut-être plus en cohérence avec une vision du monde et qui peuvent commencer un petit peu à dessiner des pistes possibles. Mais pour moi, on s'articule en fait dans un monde à la fois fait de risques, de menaces et d'opportunités. Et donc, l'objectif est d'avoir un tableau suffisamment complet pour être à la fois offensif et défensif vis-à-vis de ce qui pourrait arriver. Donc quand tu rencontres ces organisations, tu les vois évidemment en tant que professionnel, mais il y a un humain derrière. Est-ce qu'il y a des valeurs, toi, auxquelles tu te raccroches? Et ça va être important pour les questions qui suivent, un peu plus personnelles.